Prêt pour l'impact, c'est une nouvelle rubrique dans notre émission. C'est la question que je pose chaque semaine à un ou une CEO, chef d'entreprise, ministre, économiste, personnalité engagée, se succèdent sur ce plateau. Et je suis très heureux d'accueillir Jérôme Sadier. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue, vous êtes le président du Crédit Coopératif. Tiens, on va commencer par une question toute bête. C'est quoi une banque coopérative ? C'est tout simplement une banque qui appartient entièrement à ses clients, ça c'est d'un point de vue juridique. Et puis la plupart du temps, les histoires de nos banques coopératives, parce qu'il y a le crédit coopératif bien sûr, depuis 1893, mais les banques populaires, les caisses d'épargne, le crédit agricole, le crédit mutuel, sont les banques coopératives françaises et qui d'ailleurs pèsent la majorité de loin du marché de la banque de détail en France. Ouais. Il est né le Crédit Coopératif il y a quoi ? Il y a près de 130 ans, c'est ça ? Alors oui, en 1893, son histoire, c'est qu'à l'époque, en fait, la grande banque de l'époque, dont certaines grandes banques existent encore, ne finançait que les grandes familles et la révolution industrielle et pas du tout les besoins des entrepreneurs de terrain, etc. Le Crédit Coopératif, lui, est né de la demande des coopératives ouvrières qui n'avaient pas accès au crédit, comme les banques populaires sont nées des petits entrepreneurs ou des commerçants ou des artisans qui n'avaient pas accès au crédit non plus. Les agriculteurs n'avaient pas non plus accès. Donc chacun a créé ses banques en fait pour y parvenir. C'est quoi le périmètre du Crédit Coopératif aujourd'hui ? Le Crédit Coopératif, c'est tout faire. Il sait faire tous les métiers de la banque, absolument sans exception. Il fait évidemment de la banque de détail pour d'abord des entreprises et des associations, des mutuelles, des coopératives. En fait, c'est son terrain de jeu initial. On est d'abord une banque de personnes morales, comme on dit. Et puis on est devenu une banque de particuliers progressivement à partir des années 1990 et de plus en plus aujourd'hui, à vrai dire. Donc on touche un public large, mais un public qui se retrouve d'abord dans ce que le Crédit Coopératif affirme comme principe d'action. Prêt pour l'impact, c'est la question centrale de cet entretien, de ce grand entretien. Alors évidemment, quand on est président du Crédit Coopératif, on l'est peut-être un peu plus que dans d'autres banques, mais ça veut dire quoi, l'engagement pour la transition environnementale ? Écoutez, nous, on a parfois un débat entre nous sur le terme impact. Bon, oui. Comme il est rentré dans le langage courant et qu'il englobe pas mal de dimensions, on l'a fait nôtre également. Alors, on préfère qualifier l'impact plutôt que choisir le terme tout seul impact. Oui. On peut rajouter positif. Il peut être positif, c'est quand même mieux, mais il peut être négatif. Si vous avez un impact sur votre pare-brise de voiture, je suis pas sûr que ce soit positif en fait. Mais dont acte. Parlons d'impact. Évidemment, le Crédit Coopératif, il a un projet qui émane de ses clients eux-mêmes en fait. De sociétaires qui ont demandé au fil des années que leur argent ne serve pas à n'importe quoi. Historiquement, c'était pour servir aux besoins de ses clients exclusivement. Ouais. D'ailleurs, on était une banque, comme toutes les banques coopératives au départ, une banque coopérative fermée. On ne prêtait qu'à ceux qui devenaient sociétaires de la banque et donc qui avaient des dépôts. Après, nous sommes ouverts parce que la réglementation bancaire nous y a conduit de toute façon. Mais on a décidé de rester fidèle à l'idée que ce sont nos sociétaires qui décident ce qu'on doit faire de l'argent. Okay. Et des sociétaires, de façon de plus en plus nombreuse, nous ont d'abord demandé d'agir dans leurs intérêts directs, une économie réelle ancrée sur les territoires. Ensuite, puisqu'on s'est ouvert beaucoup au monde associatif, au secteur sanitaire et social, le monde du handicap, le monde de la solidarité internationale, des organisations nous ont demandé de ne pas faire n'importe quoi avec leur argent et donc de l'orienter vers eux principalement. Et puis on a eu aussi le tournant de la transition écologique, il y a pas mal d'années maintenant. On nous a demandé d'être pionniers dans le financement des énergies vertes par exemple. Ça c'était pour la partie positive et en même temps de réduire nos engagements, à vrai dire on n'en avait pas trop, sur un certain nombre de secteurs qui, eux, étaient censés avoir un impact négatif pour parler avec le mot d'aujourd'hui. Oui, donc ça veut dire qu'il y a des secteurs que vous ne financez pas, très clairement. Absolument. Lesquels ? On a choisi d'exclure en fait certains secteurs. Ouais. Ça fait déjà quand même maintenant 30 ou 40 ans qu'on est sur ces sujets-là. Dans le secteur de l'énergie, on exclut tout financement d'une énergie carbonée. Ouais. On était pour le coup assez pionniers et aujourd'hui 100% de nos financements vers le secteur de l'énergie sont tournés vers les renouvelables. On était pionniers avec du solaire en France et bon, aujourd'hui tout le monde s'y met, donc on est un peu moins en position majoritaire, mais on a été aussi engagé sur la transformation des terres agricoles en terres bio. On était les premiers à le faire, mais on exclut parallèlement à ça les phytosanitaires, on exclut l'industrie du tabac, le secteur de l'armement aussi, même si ça peut être aujourd'hui sujet à débat, d'exclure. Mais aujourd'hui, tout le problème qu'on a, enfin, c'est pas un problème en soi, mais le débat qu'on a, c'est de ne pas raisonner seulement en termes d'exclusion,
mais aussi de raisonner en termes proactifs, dire voilà, sur certains secteurs qui sont vraiment dans la transition, il faut qu'on mette le paquet. Ouais. Et pas l'énergie nucléaire. Non. Est-ce que c'est pas justement un modèle un peu daté, ça, de refuser de financer l'énergie nucléaire? Je pense qu'il y a un sujet à débat. Alors, je ne pense pas que les grands producteurs d'énergie nucléaire aient besoin du crédit coopératif pour financer leurs activités, pour être tout à fait honnête. Ouais. Ce débat-là sur l'énergie nucléaire, en fait, il a été chez nous mené dans les années 70, lorsqu'il y avait encore grande confusion, d'abord, entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. C'est la première chose. Deuxièmement, c'est vrai que par rapport au choix... Puis il y avait la grille de lecture idéologique des Verts allemands, qui ont été les premiers, les plus offensifs et qui s'est imposée un peu partout. Oui, c'est vrai. Même si objectivement, ça n'a pas vraiment d'écho en tant que tel dans notre sociétariat. C'est un plutôt qui est pragmatique par rapport à ses besoins. Mais c'est vrai qu'il y avait ce grand débat qui n'a pas vraiment évolué de manière constructive, on va dire, dans notre pays. Mais après, moi, je suis prêt à ce qu'on ait un débat. Mais jusqu'à nouvel ordre, l'énergie nucléaire n'est pas non plus une énergie renouvelable. Le jour où il sera renouvelable, on pourra, je pense, en reparler plus sereinement. Mais par rapport aux choix stratégiques que nous devons faire en tant que pays et pas forcément en tant que banque, c'est sûr qu'il faudra choisir. L'une des rubriques de cette interview, c'est la question du CIO. Alors la semaine dernière, notre invité, c'était Julien de Normandie, l'ancien ministre, qui est aujourd'hui à la fois dans la start-up Sweep et dans le fonds à impact Raise. Et voici ce qu'il voulait vous demander. On écoute. Bonjour Monsieur Sadier, Julien de Normandie. Je suis très heureux de vous poser une question. Je sais votre engagement vis-à-vis du groupe coopératif. Il me semble que le capitalisme est chronophobe, c'est-à-dire qu'il a peur du temps. Souvent on dit le temps c'est de l'argent. Je pense qu'en fait la réalité c'est que pour le capitalisme, toute minute perdue est de l'argent non gagné. Comment dans le monde coopératif, comment dans ce monde financier que vous appelez de vos voeux, prenez-vous en compte cette tyrannie des temps, chère par exemple à McCartney? Merci beaucoup. La tyrannie des temps, toute minute perdue pour le capitalisme et de l'argent non gagné. Comment vous prenez en compte cette tyrannie des temps? Est-ce que vous la ressentez, tiens? Alors, évidemment que, déjà, une banque coopérative, elle est par définition orientée vers le temps long. Ouais. L'essentiel de ce que nous faisons, à vrai dire, n'a pas d'impact immédiat. Nos financements sont plutôt des financements de long terme, d'ailleurs appuyés sur la ressource de long terme, puisque, je le dis au passage, mais nous ne travaillons qu'avec l'argent de nos déposants. On ne va pas se financer sur les marchés financiers. Nous ne finançons que ce qui vient de nos sociétaires et de nos clients qui déposent de l'argent chez nous, ce qui nous fait, je pense, une forme pas de vertu, j'aime pas ce mot-là, mais enfin en tout cas de garantie par rapport aux crises financières, ça nous protège, à vrai dire. Donc nous, évidemment, on est plutôt orienté vers le temps long. Après, on a une régulation financière qui n'est pas toujours effectivement suffisante pour limiter les aspects, on va dire effectivement, qu'évoquait Julien de Normandie, de prédation, qui sont aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit ontologiquement lié au capitalisme en tant que tel, mais qui aujourd'hui sont une caractéristique du monde capitaliste, qui a besoin de rentabilité immédiate, dès lors que d'abord, le capitalisme est devenu moins un outil de financement de l'économie en tant que tel, mais d'abord un outil de maximisation du profit, aidé par des modèles mathématiques d'une part, aidé par la technologie d'autre part, qui favorise cette rentabilité à très très court terme. Et les investisseurs de ce monde capitaliste, dans le domaine financier, cherchent essentiellement du profit à court terme et donc une maximisation des rendements. Avec des machines de l'IA qui font qu'on essaye d'aller de plus en plus vite, de gagner la microseconde. D'aller plus vite et d'agréger de plus en plus de données par ailleurs qui sont favorables en fait à la décision dans le monde financier, ce qui peut accélérer les mouvements de va-et-vient dans des entreprises en termes d'investissement, ce qui n'est pas le cas dans le monde coopératif non plus, parce que nous finançons, non seulement nous sommes une banque coopérative, nous finançons beaucoup de coopératives qui elles-mêmes ne sont pas en fait soumises aux investisseurs extérieurs, donc sont protégées par rapport à ça. Et ce qui pose la question de la compréhension par l'humain lui-même des mécanismes de prise de décision de machines dopées à l'IA qui vont de plus en plus vite et qui sont de plus en plus complexes. Tout à fait, ce qui fait que d'ailleurs dans notre coopérative bancaire, parce que j'aime dire que nous sommes d'abord une coopérative bancaire, une banque coopérative, nous essayons de faire l'éducation financière de façon à ce que nos clients comprennent comment ça marche par ailleurs, parce que je pense que dès lors qu'on ne comprend plus les phénomènes, ça affaiblit notre relation en l'occurrence à une banque, mais au-delà de ça, ça affaiblit notre confiance en la démocratie, je pense. Vous avez publié, je crois que c'est la 6e édition de votre observatoire du sens de l'argent. Exactement. Alors déjà, je trouve que le titre est intéressant. Pourquoi chercher le sens de l'argent ?
Déjà, il y a une première raison. On s'est dit au Crédit Coopératif que ce serait bien qu'en tant que banque, nous parlions publiquement d'argent. Ouais. Figurez-vous qu'il n'y a pas beaucoup de banques qui parlent d'argent dans leur communication. Alors on est un peu à rebours finalement de ce qu'on a pu faire nous-mêmes pendant des années. On parlait beaucoup de valeurs, de principes d'engagement. On le fait toujours, à vrai dire. Mais j'observe que la plupart de nos concurrents sont d'abord sur les valeurs et pas du tout sur l'argent, en fait. Pourquoi ces banques-là ont honte, quelque part, de parler de leur métier principal et de la raison pour laquelle les clients les choisissent, en fait. Ouais. Peut-être parce qu'ils ne sont pas tout à fait fiers de ce qu'ils font de l'argent de leurs clients. Nous, comme on n'a pas à rougir de ce que nous faisons de l'argent de nos clients, on va parler d'argent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la grande transformation économique et sociale dans laquelle nous sommes en train de... Enfin, on est plongé dedans, on ne se rend pas toujours compte, à vrai dire, mais je pense que quand on regardera l'histoire dans 20 ou 30 ans, on se dira que cette période-là a été une période de grande transformation. Il n'y a pas de raison de ne pas interroger le sens de l'argent dans cette période de transformation. Et donc, chaque année, nous faisons un observatoire du sens de l'argent où nous choisissons un angle particulier. Et cette année, c'était sur les jeunes. Oui, alors justement, des jeunes qui se disent, qui sont moins pessimistes qu'on pourrait imaginer. 80% des 16-24 ans se déclarent heureux, 71% confiants en l'avenir. Est-ce que ça vous a surpris ou est-ce que finalement, vous ressentiez ça finalement avec vos clients, vos jeunes clients et les projets qu'ils peuvent porter et vous proposer? D'abord, première observation, si les jeunes commencent à être pessimistes, on est mal barré. Oui. Alors c'est vrai qu'on a une génération qui souffre aujourd'hui et qui a beaucoup souffert, notamment de la période du Covid. Il faut y faire très attention. Mais généralement, à vrai dire, les Français ne sont pas malheureux dans la sphère privée. Ils expriment le fait qu'ils ont une vie qui leur paraît plutôt bonne, qui évidemment connaît des difficultés économiques, de logement, d'emploi, relationnelles aussi, une forme de souffrance vis-à-vis de la solitude, la rupture des liens, parfois une certaine nostalgie, mais fondamentalement les Français ne sont pas malheureux, c'est ce que disent d'ailleurs les enquêtes sérieuses. Donc il n'y a pas de surprise par rapport aux jeunes. Par contre, évidemment que la grande bascule par rapport aux jeunes, c'est ce qu'ils expriment dans cet observatoire, c'est qu'ils sont 77% de mémoire à dire qu'ils veulent que leur argent, effectivement, serve à quelque chose d'utile. Utile à eux. Ils l'expriment sans phare. Très bien, oui, c'est logique d'ailleurs. Ça ne me paraît pas totalement anormal, mais aussi en même temps utile à la société. C'est ce que moi je résume par rapport aux formules qui ont été employées par des sociologues. Nous recherchons à la fois d'un bonheur privé, par l'argent, soit financer des projets, gagner de l'argent, ça fait du bien quand même quelque part, mais aussi bonheur public. Ils espèrent que l'argent qui est le leur, en fait, au-delà de l'argent public en tant que tel, mais l'argent qui est le leur, qu'ils confient à leur banque, serve au bonheur public également. Donc ça veut dire que cet argent doit être employé à des choses qui sont utiles à la société et à l'environnement. Allez, on va ouvrir une rubrique. Je vous propose une photo dans ce Prêt pour l'Impact. C'est la photo de Benoît Hamon. Pourquoi Benoît Hamon? Parce que alors vous avez travaillé pour plusieurs ministres, et notamment entre 2012 et 2014, chef de cabinet de Benoît Hamon au ministère de l'économie sociale et solidaire. Déjà, c'est la question qui a été posée à Julien de Normandie la semaine dernière, en comparant le levier de l'action politique et le levier finalement du secteur économique. Où est-ce que vous vous sentez le plus efficace ? Là où vous êtes aujourd'hui ou à l'époque avec Benoît Hamon en lançant des réformes? C'est pas le même registre en fait, il n'y a pas une comparaison d'efficacité, c'est pas le même. Enfin, dans l'action publique, on est efficace un certain temps. Voilà. C'est souvent borné par le temps, parfois c'est très court. Oui, on peut en parler en ce moment, il y a des cabinets ministériels qui sont peut-être en train de faire leur valise. Effectivement, 3 mois c'est court pour faire quelque chose, mais donc l'action politique, alors peut-être malheureusement à certains égards, elle n'a pas le temps devant elle. Et c'est bien le problème qu'ont aujourd'hui ceux qui s'engagent dans la voie politique, ce qui n'est pas mon cas, mais qui s'engagent dans la politique parce qu'il faut rechercher un impact, puisqu'on est dans une émission à impact, qui soit aussi court que possible. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas confondre ça avec la communication. Et ancrer l'action publique dans l'urgence à la fois et dans le temps long, c'est pas simple. Et on a cette demande contradictoire, c'est une injonction contradictoire que la politique soit efficace tout de suite, alors qu'on sait très bien qu'elle peut rarement l'être. Donc il faut marquer les esprits et en même temps il faut s'inscrire dans le temps long, ce qui est un peu l'inverse de l'entreprise. Et d'ailleurs,
ça incite certains politiques à ne pas se préoccuper des thématiques qui justement, ou des décisions qui auront un effet dans 15 ou 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais l'inverse est vrai aussi en fait. Ouais. C'est vrai aussi de certains chefs d'entreprise qui ont le nez sur leur guidon, qui ne voient pas forcément au-delà de leurs intérêts. Moi je pense que l'entreprise doit être aussi politique au sens de sa conception, de sa place dans la cité, de sa responsabilité sociale, environnementale bien sûr, mais aussi territoriale par exemple. Je pense que la politique n'a pas de leçons à donner à l'entreprise, mais l'inverse est vrai aussi. Par contre, il faut mieux se comprendre, je pense. On n'est pas sur le même registre, mais par contre, si vous pouvez réconcilier les domaines d'activité et la façon de comprendre l'intérêt collectif qu'il y a à avancer ensemble, je pense que en fait, le pays s'en sortirait mieux. Ouais. Devenir ministre, c'est une proposition qui ne se refuse pas? Pour ce qui me concerne, en général. Qui vous concerne. Écoutez, moi je suis très heureux dans ce que je fais aujourd'hui, très très sincèrement, à vrai dire. Je pense que, pour répondre à votre question précédente, ce que j'essaye d'imprimer au Crédit Coopératif s'inscrit effectivement dans le temps long. L'action ministérielle aujourd'hui me semble effectivement parfois un peu trop fugace pour permettre de s'épanouir. Après, moi je suis un bon républicain, attaché à mon pays, attaché à l'intérêt général, au-delà d'ailleurs des convictions personnelles que je peux avoir, et je respecte celles des autres. Et si la question devait se présenter, évidemment que ça se réfléchit, parce qu'on ne dit pas non par principe à ce genre de choses, mais encore faut-il savoir pourquoi faire. Vous avez alors donc ministère de l'économie sociale et solidaire. Ensuite, vous avez présidé ESS France, l'organisation qui représente les acteurs, les actrices de cette économie sociale et solidaire. Il continue de gagner du terrain, ce modèle. On se posait la question d'un nouveau capitaliste qui est en train de réinventer, ou en tout cas de se remodeler. Est-ce que c'est de ce côté-là qu'il faut chercher les bonnes pratiques, les exemples à suivre? Moi, je pense que l'ESS ne gagne pas suffisamment de terrain, et c'est un regret que j'ai par rapport à la loi que nous avions fait en sorte de promouvoir en 2014, c'est qu'elle n'a pas été suivie de grandes politiques publiques qui auraient pu mettre de l'ESS un peu partout. Moi, je ne pense pas que l'ESS va remplacer toutes les autres formes d'économie. Par contre, dans certains secteurs d'activité, ou pour réfléchir à la façon dont l'entreprise en général doit évoluer demain en termes de gouvernance, de représentation de ses parties prenantes, je pense qu'il y a matière à nourrir un grand débat, voire des stratégies. On a eu France 2030 qui n'a laissé aucune place à l'économie sociale et solidaire. Ça, je pense que c'est effectivement dommage. Après, l'ESS, je pense elle a pas mal de points positifs par rapport au moment que nous sommes en train de vivre. Vous la financez beaucoup d'ailleurs avec le Crédit Coopératif, par définition. A été quasiment créé pour ça à l'origine. Donc, parce que je rappelle que l'économie sociale et solidaire, ça comprend toutes les coopératives, celles de commerce, de banque, je ne vais pas citer de marque, donc les commerces, les banques bien évidemment, mais aussi les SCOP, et il y a des coopératives d'artisans, des coopératives dans à peu près tous les domaines de la vie, dans l'industrie aussi par ailleurs, mais les associations, les mutuelles, les entreprises aujourd'hui qui se disent engagées et qui choisissent ce modèle-là. Donc on finance au Crédit Coopératif à peu près tout ce qui existe dans l'économie sociale et solidaire. On a été longtemps non seulement les premiers, mais les seuls à la financer. Aujourd'hui, on est plusieurs, et c'est tant mieux, à vrai dire. Le Crédit Coopératif garde un temps d'avance, évidemment, par rapport à cet environnement qu'il a contribué à structurer par ailleurs. Vous êtes également le président de Bouge ton coq. Bouge ton coq, c'est un mouvement citoyen et solidaire au service de la revitalisation des territoires ruraux. Si on rentre dans le détail, ça passe par quelles actions ? Écoutez, moi, mon engagement, il est personnel, pour le coup. Il n'est pas lié au Crédit Coopératif, mais parce que je suis d'une famille qui est plutôt originaire de la ruralité, à vrai dire. De quelle région ? De Haute-Savoie, historiquement. Et de petites villes qui, auparavant, étaient à la fois rurales, mais en même temps avaient aussi de la petite industrie et formaient des ensembles à peu près cohérents de population qui rayonnaient dans un territoire. Tout ceci a été fragilisé, pour parler par euphémisme, voire même plus gravement atteint par la désindustrialisation d'abord, qui a tué en fait la petite industrie de notre pays, et s'en étant suivi derrière en fait la disparition des services publics, les difficultés de transport, et puis la vie a changé par ailleurs. L'agriculture n'est plus aussi pesante qu'elle l'était auparavant. Le monde rural, qui n'est pas que l'agriculture par ailleurs, ce sont des gens qui ont un mode de vie subi ou choisi, qui décident de vivre en harmonie avec, si ce n'est la nature, du moins un environnement moins minéral que les villes. Ils ont le droit d'y vivre en fait.
C'est étonnant de dire ça quand même. Bah oui, mais ça me semble important de le rappeler en fait. C'est qu'en fait, on n'est pas tous obligés d'aller vivre en ville pour avoir un emploi, pour avoir accès aux services publics. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est les deux domaines d'action qu'on a choisis. Ce sont les épiceries. On a créé 200 épiceries associatives. On aura d'ici la fin de l'année créé 200 épiceries associatives dans des villages où il n'y avait plus rien. Et ces épiceries rendent un service, mais à vrai dire, au-delà du service direct, elles rendent plein de services indirects. Elles organisent de la mobilité pour les personnes. Ça redevient un lieu de convivialité. Là, il n'y a même plus un café pour se retrouver. Ça permet à des gens, même dans des villages, de se rencontrer et de se connaître alors qu'ils ne se connaissaient pas ni se rencontraient auparavant. Puis le deuxième domaine d'action, c'est l'accès à la médecine. Puisque en fait l'accès à la médecine de campagne, comme on disait auparavant, est aujourd'hui dans une situation extrêmement inquiétante. Je ne parle même pas des spécialistes, là c'est une catastrophe. Et je ne vois pas comment on peut se résigner à ce que ça soit comme ça sans qu'on fasse rien. En fait. J'ai reçu les représentants des médecins solidaires. Les médecins solidaires, j'imagine que vous connaissez. On est co-fondateur de Médecins Solidaires. Bon ben voilà, c'est pour ça que... Je suis co-président de Médecins Solidaires. Alors ça, je ne l'avais pas. Vous voyez, petite erreur dans ma préparation de l'émission, je n'avais pas cette info. Alors d'ailleurs, vous avez participé à ce livre « Toi des villes et moi des champs » consacré aux ruralités du XXIe siècle, publié par la Fondation Jean Jaurès et les éditions de l'Aube. Et on y a puisé une citation. Voici la citation de ce prêt pour l'impact. Vous dites ceci: la société rurale, elle est vivante, dynamique, solidaire, tout en étant percluse d'inégalités et de mauvais traitements publics. Je voudrais qu'on se concentre sur ces mauvais traitements publics. De quoi il s'agit? D'abord, j'assume totalement cette citation. Elle est de moi, effectivement. La société rurale n'est pas plus ni moins dynamique que le reste de la société. En fait, nos sociétés bougent de partout. C'est totalement sous les radars, malheureusement. Les politiques ne le voient quasiment pas. On ne va pas revenir sur pourquoi, parce que ce n'est pas l'objet de l'émission. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans la ruralité et qu'il y a des difficultés que les gens ne se bougent pas. Ils font plein de choses, en fait. D'ailleurs, dans l'ESS, pèse 25% des emplois privés en zone rurale. C'est pas pour rien, on va dire, parce que les gens s'entraident, créent des associations, il y a le rôle des mutuelles qui est important également, et des coopératives agricoles dans le monde rural. Donc, il existe plein de choses. Par contre, les services publics se sont retirés. Et ça, c'est gravissime, à vrai dire. Et quand je parle de mauvais traitement public, c'est qu'en fait, malgré le fait que des élus locaux, malgré le fait que des réseaux associatifs tirent la sonnette d'alarme en permanence, je ne peux pas qualifier ça autrement que des mauvais traitements. Les mauvais traitements, c'est intentionnel. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, quand on ne réagit pas, et ça fait des années qu'il n'y a plus de réaction, voire même, à contrario, un repli des services publics, on ne traite pas les gens comme il faut, en fait. Et c'est pour ça que j'appelle ça, un peu crûment, des mauvais traitements publics, parce que les décideurs politiques ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire pour des personnes qui, encore une fois, ont le droit de vivre dans ces zones-là, en fait. Et ils sont propriétaires de leur maison, enfin, de leur logement, la plupart du temps. Ils ont envie de vivre comme ça. Ils assument le fait d'être parfois loin des centres de vie, d'emploi, etc. Donc de faire des déplacements un peu longs qui leur coûtent de l'argent. C'est pour ça qu'ils ont besoin de voitures. Et que les débats sur le carburant ne sont pas neutres, évidemment. Ils ont droit d'avoir des loisirs, ils ont droit d'avoir l'accès à la santé, ils ont droit, ils paient des impôts comme tout le monde. Donc il y a des décisions à prendre en considération. Et alors pourquoi elles ne sont pas prises ou plus prises? C'est une logique de rentabilité appliquée à la décision publique, en fait, ou au service public? Oui, je pense qu'il y a depuis longtemps... Ça coûte trop cher de maintenir des services publics pour des populations moins importantes. Il y a une forme de management public qui a amené à ça. Il y a un problème de raréfaction de la ressource publique, si ce n'est raréfaction, en tout cas, à mon sens, de mauvaise orientation de la dépense publique. Il y a un problème de représentation politique aussi, puisque en fait, la plupart des décideurs politiques ne sont plus issus, en fait, ne sont plus élus dans les zones rurales, alors que ça représente quand même encore des dizaines de millions de Français, on va dire. Et je pense que tout ça, mis bout à bout, puis il y a d'autres phénomènes, mais on ne va pas alourdir le diagnostic, mais tout ça fait qu'évidemment, il y a une forme d'invisibilisation de ce monde rural qui me semble aujourd'hui très problématique. Il a des conséquences électorales par ailleurs, il ne faut pas s'en étonner, et il est en rupture avec notre histoire. Notre histoire, elle est fondée aussi sur le monde rural. Est-ce qu'un Emmanuel Macron qui s'est présenté comme le président de la Startup Nation quand il est arrivé a mis trop de temps à se retourner, si tant est qu'il se soit tourné vers le monde rural? Je pense qu'il ne s'est jamais tourné vers le monde rural, hormis l'épisode des cahiers de doléances et du grand débat national. Enfin, je ne sais pas s'il a lu des cahiers de doléances, à vrai dire. Oui, enfin, on ne sait pas qui les a lus. Il a rencontré dans le grand débat national, certes un auditoire
sélectionné, mais néanmoins, je pense qu'il ne peut pas ne pas avoir touché du doigt en fait la réalité qui était exprimée. On ne peut pas dire qu'il se soit en suivi quelque chose de concret. Je pense que de toute façon, le fait d'incarner à sa demande une start-up nation, suivi en cela par la façon dont les services publics aujourd'hui organisent leurs activités, l'exclusion numérique est un sujet qui est aujourd'hui majeur dans notre pays, et notamment au monde rural. Non pas seulement parce que les gens ne sont pas formés aux outils, mais parce qu'en fait, on n'a pas accès au réseau, tout simplement. Moi, j'habite dans la Nièvre, où heureusement que la fibre est arrivée grâce au département il y a 2 ans, mais avant ça, je n'avais pas la 4G. Donc, on ne peut pas y travailler, en fait. Donc, quand on vous demande de faire des démarches pour accéder aux services publics, alors même que vous n'avez pas de réseau Internet pour y parvenir, c'est problématique. Et je vais vous citer l'anecdote, mais il y a chaque année, en zone rurale, un phénomène, en zone semi-rurale, les McDo accueillent un pic de connexion au moment de Parcoursup. Parce qu'en fait, c'est l'endroit où on peut se connecter sans trop de problèmes. Et je pense que c'est quand même un sujet. Voilà. Pardon pour l'anecdote. Non, mais c'est pas une chaîne de fast-food de devenir un service public. Non. On est bien d'accord. Merci beaucoup, Jérôme Sadier, c'était passionnant. Merci d'avoir participé à ce grand entretien et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.